Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite, c'est le titre. Au sommaire de cette édition, parlons de la dette intérieure qui continue d'étouffer le secteur privé sénégalais, notamment le BTP. L'économiste Cheikh Daffé décrypte les impacts de cette crise sur l'économie nationale. Et puis santé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Célébré ce 19 juin, le Centre national de transfusion sanguine a organisé une rencontre de sensibilisation mettant l'accent cette année sur l'accompagnement psychosocial des patients. Société l'Ataya, plus qu'une boisson, une véritable tradition de partage qui rythme le quotidien des Sénégalais, des foyers au coin de rue. À l'international, un accord de cessez-le-feu se dessine entre Israël et le Hezbollah après la signature d'un protocole le 17 juin entre les présidents américains et iraniens. Les négociations prévues ce vendredi en Suisse ont toutefois été reportées, tandis que le président libanais dénonce une intensification des frappes israéliennes sur le Liban. C'était tout pour ce sommaire. Les détails dans quelques instants. Merci de nous rester fidèles. Je vous l'annonçais en titre, la dette intérieure étouffe le tissu économique sénégalais, en particulier le secteur privé du BTP, une situation qui, selon l'économiste Cheikh Daffé, peut être analysée de plusieurs manières, mais force est d'admettre que cela a des impacts certains sur l'économie du pays. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Viendiaye. On peut analyser la situation de deux manières différentes. D'abord, il faut savoir qu'il y a un aspect positif. Cela réconforte le secteur privé, puisque l'État leur octroie une part de ses marchés, ce qui signifie qu'il a confiance en ces entreprises du secteur privé. Cependant, il faut admettre que s'il y a un retard entre le délai de démarrage des travaux et le paiement, la dette augmente, ce qui ne va pas arranger les entreprises. Ce qu'il faut savoir aussi, ces entreprises ont besoin d'argent pour survivre. Par exemple, pour payer les factures, les dépenses et les employés, mais surtout pour rembourser les banques. Sinon, cela va décrédibiliser l'entreprise. Il est également important de souligner qu'il y a des secteurs comme le BTP qui, depuis l'arrivée de ce nouveau régime, ont du mal à décoller. Certains ont même fait faillite. Pourtant, le secteur privé et le BTP font partie des secteurs clés pour augmenter la croissance économique du pays. Merci beaucoup. Nous poursuivons à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée ce 19 juin. La direction du Centre de transfusion sanguine a organisé une rencontre de sensibilisation pour attirer l'attention du grand public sur cette maladie génétique pour l'édition 2026. Les spécialistes ont mis l'accent sur l'importance de l'accompagnement psychosocial dans la prise en charge des patients. Un reportage signé Amsatou Gano Serigna. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est célébrée ce 19 juin à l'initiative de la direction du Centre national de transfusion sanguine. Prenant part à l'événement, Daouda Seck, directeur du Centre national de transfusion sanguine et représentant du ministre de la Santé, a plaidé pour la prise en charge des kits par la couverture sanitaire universelle. Au-delà des crises que font certains drépanocytaires et qui sont suivis via des kits qui sont disponibles un petit peu partout au Sénégal, mais nous faisons le plaidoyer pour que ces kits soient pris en charge gratuitement par la CSU, mais aussi, au-delà de cela, que nous puissions aussi avoir un suivi psychologique, un suivi parfois même psychiatrique. Malgré les efforts consentis dans la lutte contre la drépanocytose, les cas continuent de progresser, alerte l'hématologue, le professeur Salou Diop. On sait qu'entre l'an 2000 et l'an 2021, il y a eu une augmentation de 41% du nombre de cas de drépanocytose.
Voilà une maladie dont on connaît ce qu'il faut faire pour réduire le nombre de patients qui en souffrent. Nous savons qu'il faut éviter les mariages consanguins. Nous savons que tout le monde doit faire le test pour connaître son statut. Ce patient témoigne des difficultés auxquelles il est confronté au quotidien. Mais aujourd'hui, au-delà des douleurs que nous avons l'habitude de vivre, c'est le regard de l'autre. C'est cette stigmatisation sournoise. C'est cette conception de la personne par rapport à la maladie. Il faut une réelle prise en charge, une réelle préoccupation pour prendre les maladies aussi difficiles que sont la drépanocytose et l'hémophilie, qui fait que les familles s'appauvrissent de plus en plus, deviennent pauvres à cause du coût élevé de la drépanocytose. Cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose constitue une occasion de conjuguer les efforts des autorités sanitaires, des spécialistes et des associations de patients afin d'améliorer la prise en charge et de réduire l'impact de cette maladie au sein de la population. Organisé en collaboration avec les directeurs d'école et la Fondation Marie-Louise Mimbran, les campagnes s'accompagnent de la remise de kits de serviettes hygiéniques aux filles à l'issue de séances de discussion. Pour cette deuxième édition, l'association d'ébaulement de Richard Toll, qui cible les établissements primaires de la commune pour les caravanes de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle, a mobilisé les parents, les Badjanogor ainsi que les imams et évêques de la commune. Suivons les explications de Cécile Mendy Sadio, animatrice et membre de l'association d'ébaulement, au micro d'Abdoul Aziz Diop. Veillons à ce que les informations puissent arriver jusqu'à ces jeunes filles-là. Pas seulement celles qui sont déjà en âge de puberté, mais celles qui ne sont pas encore, mais qui doivent l'être. Parce que la santé, elle est primordiale. Il faut s'y prendre très tôt pour que ça puisse aller vers des jeunes filles et des femmes épanouies et capables de gérer et leur hygiène et leur santé, mais gérer aussi la société. Parce qu'il y a des causes d'environnement, etc. Parler de réussite parce que dans les invitations, les invitations sont passées un peu tard, mais on a eu des réponses qui ont été magnifiques et positives. Voilà, personnellement, j'ai été surpris de voir le représentant du maire, alors que je me disais peut-être qu'il n'allait pas venir, mais ça a été une réelle surprise en fait de voir ces autorités-là s'intéresser à cette hygiène-là, s'intéresser à cette cause sur la santé de la reproduction, mais surtout sur la santé des jeunes filles, sur la santé des enfants. Donc ça veut dire que la cause que nous défendons est aussi, important pour nos autorités. On s'occupe de la famille, la mairie, les Badjanogor. Les voir ici, ça a été un réel plaisir pour moi, voilà. Je peux dire que ça a été un réel plaisir et je pense que c'est aussi un réel plaisir pour Déborah. Et nous souhaitons que le partenariat puisse continuer et être pérenne. Parce que nul n'est indispensable, mais ensemble, on arrive toujours à faire des choses merveilleuses. 25 ans après l'adoption de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, une étude comparative dresse un état des lieux contrasté de sa mise en œuvre en Afrique, si le continent a enregistré des avancées notables en matière de réforme législative et de participation des femmes au processus politique et de paix. De nombreux défis persistent, notamment dans les domaines de la protection des femmes en période de conflit. À ce sujet, écoutons Daouda Dia, le directeur exécutif de Gora Institute. L'étude que nous avons menée dans le cadre d'un consortium appelé l'Agenda Femmes et Sécurité, lequel consortium composé de 4 organisations, notamment Diakonia au Burkina Faso, Femmes Action Développement au Niger et Equipop, une ONG française, et Gora Institute. Et cette étude dont la coordination scientifique a été assurée par le West Africa Center, l'Africa Research Center, donc le WARC, donc, qui a assuré la coordination scientifique à travers le docteur Bodian de Lifon. Donc à travers cette étude, pour nous, Gora Institute, il était important de
pouvoir questionner un petit peu de manière, regarder encore, avoir un regard rétrospectif sur l'agenda Femmes et Sécurité, notamment la résolution 1325, en termes de progrès et d'insuffisance. Et bien qu'on ait eu à avoir des avancées liées à la 1325, parce que cette résolution est la résolution en fait la plus populaire, donc la résolution des Nations Unies. Après 25 ans, c'était de dire quelles sont les avancées. Et en termes d'avancées, je pense que d'un pays à un autre, il y a des avancées, mais il y a énormément de choses à faire. Parce que quand on parle du Sénégal, par exemple, au point de vue normatif, au point de vue notamment tout ce qui concerne la loi sur la parité, on peut dire qu'il y a des avancées. Mais là aussi, c'est d'interroger les défis. Et ces défis ont été interrogés donc, ici sur la présentation des chercheurs. L'Association des jeunes pour l'éducation et la formation AGEF organise la 4e édition de la Semaine nationale de prière pour la paix du 18 juin au 25 2026, placée sous le thème Bu len tooñ kenn te ku len tooñ na ngeen ko baal. Cette initiative vise à renforcer la cohésion sociale, le dialogue religieux, la tolérance et le vivre ensemble à travers des prières, des échanges culturels et la signature de partenariats avec 12 daara. Écoutons Sidi Fall, le coordinateur technique de l'ONG AGEF, et aussi Issa, le coordinateur de l'ONG Pencum Dakaru. Pour nous, ça a été l'occasion plutôt pour nous d'organiser cette semaine de prière pour la paix. Non seulement la paix au Sénégal, mais la paix en Afrique, principalement dans la sous-région, et la paix dans le monde. Parce que nous sommes une planète, nous sommes une maison. On ne peut pas rester indifférent à la chambre d'à côté qui brûle et dire que ça ne me concerne pas. Donc, la paix est essentielle, surtout pour nous Sénégalais, pays de la Teranga. Quand on parle de Teranga, parce qu'il y a la paix, il y a la tolérance. Donc, c'est valable pour nos voisins. Nous prions que la paix revienne dans la sous-région, que la concorde règne dans la sous-région. Ça fait partie de nos objectifs. Nous les invitons plutôt à accepter leurs différences, en faire une richesse et non un problème. Parce que nous sommes tous Sénégalais, nous sommes appelés à conduire ce pays vers le bon port. Et pour cela, nous devons nous conformer à nos us et coutumes et en mettant en avant la tolérance. Accepter les différences, cultiver la tolérance pour atteindre cet objectif qui a toujours été le moteur qui a permis de développer ce pays jusqu'à ce jour. La paix, encore une fois, la paix. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur. Oui. Omniprésent dans les foyers, les garages, les lieux de travail ou encore les coins de rue, l'ataya occupe une place particulière dans le quotidien des Sénégalais. Derrière ces 3 vers successifs se cache une véritable tradition de partage devenue au fil des années un marqueur culturel incontournable. Un reportage signé Ndella Ndiaye Ndiaye. Durant l'hivernage, entre chaussées dégradées et flaques d'eau, les moteurs toussent, les batteries lâchent, les pneus s'affaissent et les véhicules tombent en panne les uns après les autres. Une situation qui provoque l'affluence chez les réparateurs et vulcanisateurs. Dans les garages, les mécaniciens enchaînent les réparations, batteries, alternateurs, freins ou encore systèmes électroniques. Ce mécanicien en pleine activité revient sur les véritables raisons. Les eaux de pluie sur les routes impactent négativement sur les moteurs des véhicules. Ça détruit carrément, mais ça dépend aussi des types de voitures. Certains peuvent digérer l'eau, mais d'autres c'est le contraire. Il y a aussi la dégradation des routes qui encourage les pannes. À côté, ce vulcanisateur insiste sur les types de pneus à utiliser pendant cette période.
Pendant l'hivernage, les pneus s'affaissent facilement. Il y a les types de pneus pour hiver et été. En cette période, il faut acheter des pneus de qualité et mettre suffisamment d'air sur tous les volants. Et ce chauffeur, pour échapper à ce problème, est venu chercher un pneu capable de tenir pendant la saison des pluies. Je suis venu chercher un autre pneu parce que celui-ci est crevé. Je pense que c'est à cause de l'hivernage. La situation des routes rend plus difficile les choses. En tant que conducteur, je veux un pneu de qualité qui va tenir durant l'hivernage. Si certains se plaignent, d'autres se frottent bien les mains. C'est le cas des vendeurs de pièces détachées. L'hivernage est une période faste pour eux. Du moins, c'est ce que nous confie ce gérant. Pour nous, les vendeurs de pièces détachées, cette période est favorable pour notre commerce parce qu'il y a beaucoup de clients. Les plus vendus en cette période sont les tissus de frein, fusées et autres. Toutes ces pièces ne supportent pas l'eau. Au Sénégal, le climat est très alterne entre saison sèche et saison des pluies, deux périodes qui influencent l'état et la performance des véhicules. Adapter son entretien selon la saison est donc indispensable pour éviter les pannes et les réparations coûteuses. Nous nous excusons pour ce désagrément, ce n'était pas le bon élément. Vous venez de suivre un reportage d'Aïssa Touba concernant la période hivernale marquée par une augmentation notable de véhicules. Cette situation résulte de la combinaison de facteurs climatiques, techniques et infrastructurels qui mettent les automobiles à rude épreuve. Cette situation provoque une forte affluence chez les réparateurs, vulcanisateurs et vendeurs de pièces détachées. Un reportage signé Aïssa Touba et Viendiaï. Omniprésent dans les foyers, les garages et les lieux de travail ou encore dans les coins de rue, la taïa occupe une place particulière dans le quotidien des Sénégalais. Derrière ces trois vers successifs se cache une véritable tradition de partage devenue au fil des années un marqueur culturel incontournable. Un reportage signé Ndella Ndiaye Viendiaï. Et à base de thé vert, de cyne, de menthe et beaucoup de sucre, le thé dit ataya au Sénégal est devenu un véritable rituel culturel, programmé et servi après chaque repas. Il représente une occasion de réunir la famille et les amis autour d'un moment de partage. Vendu maintenant dans les rues, d'après ce vendeur, la vente de ce thé marche à merveille car les consommateurs en achètent à tout moment de la journée. Oui, vraiment le thé, ça se vend très bien. Les gens viennent l'acheter et c'est quelque chose qui se ressemble autour de quelque chose, donc ça permet d'avoir une vie de famille. C'est pourquoi on le vend très bien. Et vraiment la vente est rentable et ça se vend très bien en ce moment. Et ça fait partie de notre culture. Quand tu prépares du thé, tout le monde se ressemble et ça permet de raffermir les liens. C'est une très bonne chose. Selon ce taximan, le thé dit ataya est ce qui donne le ton à ses journées. Après en avoir bu, il se sent en pleine forme, raison pour laquelle il ne manque jamais ce rendez-vous quotidien. Moi, oui, je vends du thé. Je le vends à partir du matin jusqu'au soir parce qu'à chaque heure, les clients viennent. Donc, je ne manque pas de clients et je m'en sors aussi très bien parce qu'on dit que le thé est très bon pour la digestion. Cela aussi rend un peu la vision beaucoup plus claire. Donc, les clients l'adorent, l'apprécient. Il y en a même qui le boivent dès le matin comme lors du petit-déj. Le thé favorise une meilleure digestion et contribue à la santé visuelle, affirme cette vendeuse. Elle ajoute que certains de ses clients le consomment même tôt le matin en guise de petit-déj. Le thé, c'est une très bonne boisson. Moi, j'ai l'habitude de le prendre quand je me réveille. Ici, au Sénégal, c'est une tradition. Ça permet à la famille ou aux amis de se réunir autour de quelque chose pour, par exemple, échanger. C'est souvent le thé qui permet aux jeunes parfois de passer beaucoup de temps ensemble.
Malgré les mises en garde de certains spécialistes sur une consommation excessive, le thé di Ataya reste une tradition solidement ancrée dans les habitudes des Sénégalais, symbole de partage et de convivialité. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Après la signature du protocole d'accord le 17 juin par les présidents américains et iraniens, les négociations devraient officiellement démarrer ce vendredi 19 juin à l'issue d'une cérémonie en Suisse. Elles sont désormais reportées, annonce la Suisse. Ce vendredi toujours, le président libanais affirme que l'intensification des frappes israéliennes meurtrières sur le Liban sape les efforts pour mettre un terme à la guerre dans le pays. Et puis poursuivons, la Cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi 19 juin le renvoi en procès pour viol de l'international marocain et joueur du PSG, Achraf Hakimi. Il est mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme qui avait déclaré avoir été violée par le footballeur, le leader de l'équipe du Maroc, dont l'équipe joue son deuxième match de Coupe du Monde ce vendredi soir contre l'Écosse, a pour sa part toujours dénoncé une fausse accusation. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Retrouvez tout à l'heure votre émission